Le désert a parlé et le ranger Mike Donovan regrette de l'avoir entendu. Les White Sands du Nouveau-Mexique sont un lieu où la réalité est déformée. Le 17 mars 1991, Michael Donovan fait sa tournée dans le secteur sud du parc. Le thermomètre affiche plus 35 degrés, mais dans quelques heures, la température va chuter à près de zéro. Telle est la nature impitoyable du désert. Mike n'était pas un ranger ordinaire. Jusqu'en 1990, le sergent Donovan avait servi dans les services de renseignement à White Sands Missile Range, à quelques kilomètres du monument national. Grand, râblé, les cheveux brûlés et les yeux perpétuellement plissés, il semblait faire partie de la nature sauvage. Son passage de l'armée au service des parcs nationaux n'est pas le fruit du hasard. Lors de la dernière opération dans le golfe Persique, l'escouade de Donovan avait été exposée à un signal étrange. 3 soldats sont morts d'une hémorragie cérébrale et 5 autres, dont Mike, ont souffert pendant des semaines de maux de tête atroces et d'hallucinations. L'enquête officielle a imputé l'incident à une exposition chimique inconnue, mais Donovan a estimé qu'il s'agissait d'un mensonge. Lorsqu'on lui a proposé une retraite anticipée avec pension, et une recommandation pour le service civil, il a choisi un endroit aussi proche que possible de son ancienne base. Il ne sait pas s'il s'agit d'un désir d'échapper à son passé ou d'en rester proche pour résoudre le mystère de la mort de ses camarades. Le service des parcs apprécie son expérience de la survie dans des conditions extrêmes. En 10 mois, Donovan a sauvé 7 randonneurs égarés et est devenu l'un des rangers les plus respectés. Mais cette nuit de mars, tout a changé. Alors qu'il contourne Devil's Pool, un bassin profond situé entre les dunes, Mike remarque une étrange lueur à l'horizon. Le talkie-walkie qu'il porte à la ceinture s'anime soudain et émet des bruits qui sont autant de bribes de mots. Puis une ombre se dessine, rapide et floue, ne laissant aucune trace sur le sable blanc. Donovan ne croyait pas aux fantômes. Il avait vu suffisamment de mirages au cours de ces années passées dans le désert pour savoir que l'air chaud jouait d'étranges tours à la perception. Mais ce qui se produisit ensuite ne correspondait à aucune explication rationnelle. La radio grésille à nouveau et à travers les interférences, il entend un signal familier, celui-là même qui a tué ses camarades dans le golfe Persique. Un signal qui ne pouvait pas être le fruit du hasard, un signal que quelqu'un diffusait délibérément dans le désert. Cette nuit-là, Mike ne sait pas encore que ce n'est que le début d'un chemin qui reliera son passé aux étranges disparitions de White Sands et qui le mènera à quelque chose qui pourrait lui coûter la vie. Le matin du 18 avril 1991, il n'y a pas de vent. Mike Donovan vérifie son équipement. Radio, trousse de premier secours, eau, boussole, GPS et carte. Les niveaux élevés de rayonnement UV promettent de griller quiconque néglige de se protéger. Un autre risque du désert sous-estimé par les randonneurs. L'itinéraire de Mike couvrait la partie ouest du parc, la plus proche de la base militaire. Après l'étrange signal émis en mars, Donovan avait délibérément modifié son programme pour vérifier cette section plus souvent. Le talkie-walkie s'anime avec la voix de Sarah. Le couple, Brad et Linda Carson, n'étaient pas rentrés de sa promenade. Leur voiture avait été laissée sur le parking de l'entrée ouest, exactement là où Mike se rendait. Coïncidence ? Il ne croyait plus aux coïncidences. Sarah avait aussi parlé d'un type avec un appareil photo qui se disait passionné par la recherche sur le paranormal. Mike grogna mentalement. Brad et Linda, résidents d'Albuquerque âgés de 29 ans, se sont inscrits pour une randonnée de 2 heures sur la boucle des cactus, mais ne sont pas revenus. Aucune carte de crédit n'a été utilisée, les téléphones sont restés muets. Un cas normal de perte à un détail près. Cet itinéraire était bien balisé. Il est pratiquement impossible de s'y perdre. Sur le parking, près d'une Toyota immatriculée au Nouveau-Mexique, un jeune rouquin vêtu d'un t-shirt des chasseurs de l'inconnu filme la scène. Lorsqu'il aperçoit le ranger, il s'anime. Mike ignore la caméra, notant que la peau claire du jeune homme, parsemée de taches de rousseur, n'est manifestement pas habituée au soleil du désert. Donovan exige que la caméra soit posée. Elle interfère avec l'enquête. L'homme se présente comme Jason Parker, un journaliste indépendant qui écrit pour un magazine paranormal à petit tirage. Au lieu d'entendre des théories sur les ovnis et les dunes chantantes, Mike lui demande s'il a vérifié les motels locaux. Jason est gêné, il n'y avait pas pensé. Les recherches ont commencé à midi. Mike est rejoint par 2 collègues, 3 volontaires et Jason qui a promis de rester devant la caméra et d'aider. Il signale qu'il a appelé des motels dans un rayon de 70 miles mais qu'il n'y a aucune trace de la disparue. Le groupe se sépare. Mike choisit le secteur ouest avec Jason. Il veut vérifier la théorie sur le signal et l'enthousiasme du jeune homme pourrait être utile. À 4 heures, ils ont trouvé une bouteille d'eau avec des traces de rouge à lèvres correspondant à la teinte de Linda Carson. Le plus étrange dans cette découverte, c'est qu'elle se trouve à 800 mètres du sentier. Jason supposa que les randonneurs avaient vu quelque chose d'inhabituel et qu'ils avaient décidé d'aller voir. Donovan reste silencieux mais approuve mentalement. Ils suivent les pistes à peine visibles qui mènent à l'ouest, vers
vers la frontière avec le territoire militaire. Au coucher du soleil, les radios crépitent. Ils ont trouvé le sac à dos d'une femme, mais aucune trace des hommes eux-mêmes. Les recherches sont interrompues jusqu'au matin. À ce moment-là, Mike et Jason se trouvent à 1,5 km de la piste, presque au niveau de la clôture de la base. Parker demande si les téléphones peuvent être localisés. Le ranger expliqua qu'il n'y avait pas de couverture ici, qu'il y avait trop d'interférences avec les équipements. Ou était-ce autre chose? En quittant Jason, Donovan lui tend une carte de visite. Il était censé signaler directement les événements inhabituels. Des sons étranges dans les radios, des interférences dans l'électronique, une lueur inhabituelle au-dessus du côté ouest du parc. Jason déclare avec enthousiasme qu'il le sait, le garde forestier y croit. Mike lui rétorque qu'il ne croit pas mais qu'il recueille des informations et lui conseille d'apprendre à distinguer les faits de l'imaginaire. 2 semaines de recherche n'ont rien donné. Des hélicoptères, des chiens, des dizaines de personnes, rien. Le couple Carson semble s'être volatilisé. Le 5 mai, Jason a appelé. Au Dorothy's Diner d'Alamogordo, il a remis à Mike un lecteur de cassettes avec des écouteurs. La nuit, alors qu'il rassemblait des éléments pour son article sur le pont d'observation sud, son enregistreur audio a capté un signal étrange. Mike met les écouteurs. Après un silence accompagné d'un bruissement de sable, il entend un signal basse fréquence familier, le même que celui du Golfe. Jason demande à voix basse s'il s'agit d'un code ou d'un signal extraterrestre. Le visage de Mike est pétrifié. Signal expérimental militaire, hautement confidentiel. Comment s'est-il retrouvé dans le parc ? Donovan a repris la cassette en prévenant que la publication de l'enregistrement ne ferait qu'effrayer les coupables. Lorsque Parker suggère d'installer des enregistreurs supplémentaires, Mike l'en empêche, il est trop dangereux d'attirer l'attention. Ce soir-là, Mike étudie la bande, vérifiant la fréquence et le rythme par rapport aux notes de son carnet militaire. Le même signal avait retenti avant la mort de ses camarades, victimes d'hémorragie cérébrale. La version officielle d'une attaque chimique ne correspond pas aux symptômes. Juste un bruit lancinant suivi d'une douleur insupportable, comme si le cerveau était en train de bouillir de l'intérieur. Aujourd'hui, ce signal retentit dans le parc et les gens disparaissaient. Le lendemain, Mike réexamine l'endroit où la bouteille a été trouvée. Après plusieurs heures de recherche, il découvre des traces de pneus de type militaire à peine discernables. Quelqu'un de la base se faufile dans le parc. Donovan rédige un rapport détaillé à l'intention de ses supérieurs, recommandant l'intervention du FBI. 3 jours plus tard, le directeur Higgins l'a convoqué. Le rapport a été remis à l'armée conformément au protocole. Le commandement nie catégoriquement toute implication dans les incidents et exige la fin de l'enquête non autorisée. Recevant un ordre direct, Mike accepte en apparence. Mais la décision a déjà été prise. Trop de coïncidences, trop de questions. Si personne ne cherche la vérité, il la trouvera lui-même. Chez lui, Donovan cache la cassette et les notes dans une cachette derrière le radiateur, une habitude datant de l'époque où il travaillait pour les services de renseignement. Il se promit de reprendre l'enquête lorsqu'il aurait plus de pouvoir ou de preuves. L'affaire Carson s'ajoute à la liste des mystères de White Sands, mais Mike savait que ce n'était que le début. Le 12 mars 1994, Mike Donovan est promu chef des gardes forestiers de White Sands. Après 3 ans de dur labeur, il obtient une promotion et l'autonomie tant attendue. Il contrôle désormais le secteur ouest du parc et peut déterminer les horaires de travail. Aucun de ses collègues ne savait que cette promotion faisait partie de son plan. Pendant 3 ans, Mike a méthodiquement recueilli des informations sur les disparitions, les activités militaires et les signaux étranges stockés dans une cachette derrière la batterie. Le moment est venu de passer à l'action. Le 21 mars, des étudiants en géologie du Las Cruces College sont portés disparus. Samantha Reed et Michael Chang étaient partis collecter des échantillons de minéraux et n'étaient jamais revenus. Leur camionnette a été retrouvée dans un parking isolé à 3 miles de l'endroit où le couple Carson a disparu. Mike a personnellement dirigé les recherches. Tout indique qu'il s'agit d'une excursion de recherche normale, mais des sacs à dos contenant des effets personnels ont été laissés dans la voiture. Les étudiants ont manifestement l'intention de revenir. 6 jours de recherche n'ont abouti qu'à une seule découverte. L'enregistreur vocal cassé de Samantha. Sur l'enregistrement qui a survécu, on peut entendre une voix agitée qui dit « Qui y en est ? Ah !» Il y a une étrange vibration. « Mike, tu la sens ? Trop forte. Tête !» Puis des parasites et le silence. La recherche étant officiellement terminée, Donovan retourne discrètement sur le lieu de la découverte. Après avoir passé la journée à chercher, il a repéré au coucher du soleil ce qu'il cherchait, des traces de pneus à peine discernables, identiques à celles trouvées en 1991. Fin mars, Mike a retrouvé Jason Parker lors d'une exposition technologique à Albuquerque. Il avait abandonné son angularité de garçon pour une attitude plus confiante. Il discute avec un représentant de Radio West et prend des notes. Jason a tendu sa carte de visite. Chroniqueur technique, magazine, Modern Electronics. J'ai cessé de m'intéresser au paranormal, explique-t-il tranquillement. J'ai trouvé un travail plus important. Mais parfois, je pense à cette cassette. Au café,
Mike parle de la disparition des étudiants et des similitudes avec l'affaire Carson. Jason pose des questions techniques précises sur les fréquences et les caractéristiques des signaux. Il y a du nouveau matériel, dit le journaliste, des enregistreurs numériques à grande portée, des détecteurs de champs miniatures. Je peux les obtenir par l'intermédiaire de la rédaction comme pour une révision. Ses yeux s'illuminent du même enthousiasme, mais il a désormais des connaissances et de l'expérience derrière lui. En avril, des postes d'observation camouflés, équipés de détecteurs de mouvement et de microphones, sont apparus dans la partie ouest de White Sands. Mike les a installés avec l'aide de Jason près des sites de disparition antérieurs. Le 19 mai, le premier piège s'est déclenché, captant un signal à basse fréquence. L'analyse de l'enregistrement a révélé un rythme pulsé familier, mais avec des paramètres modifiés. Ils ont modifié la fréquence, explique Jason. Ils l'ont rendue plus basse, presque comme un infrason. L'homme ne l'entend pas, mais le cerveau l'entend. De telles fréquences affectent le psychisme. Mike se souvient des maux de tête et de la désorientation qu'il avait ressentie avant la mort de ses camarades. Les ondes de basse fréquence peuvent provoquer la panique, la confusion, des hallucinations. Le moyen idéal pour contrôler le comportement humain dans le désert. La question restait « Pourquoi ?» Le 14 juin, dans un bar situé au bord de la route, Mike rencontre par hasard David Cerner, un ancien collègue de l'Intelligence Company. Après quelques bières, il lui parle d'expériences étranges menées dans une partie isolée de la base de White Sands. Bunkers séparés, sécurité renforcée, spécialiste en civil. Vous avez entendu parler du programme ECHO ? Officiellement, il s'agit d'une arme acoustique non létale. Officieusement, c'est quelque chose de plus sérieux. Ils disent avoir appris à concentrer les ondes sonores pour qu'elles n'affectent qu'une certaine zone. Quand Mike a posé des questions sur les manquants, Cerner est devenu sérieux. Ne vous en mêlez pas. La rumeur dit que pour les derniers tests, ils ont besoin de cobayes, pas d'identité, pas de traces. À la mention du signal du Golfe, David s'est arrêté brusquement de parler et est parti rapidement en disant « Oublie ça, Mike. C'est une affaire sérieuse. » Au cours de l'été 1994, Mike a remarqué un comportement étrange des animaux dans la partie ouest du parc. Les coyotes quittaient leur territoire familier. Les rongeurs disparaissaient de quartiers entiers. Les données des capteurs ont montré que partout où un signal à basse fréquence était détecté, la faune indigène disparaissait rapidement. En juillet, Jason a ajouté une mini-caméra doté d'un capteur infrarouge à l'un des appareils. Le 27 juillet, il a enregistré un véhicule militaire tout-terrain banalisé, circulant de nuit, phares éteints. Il déchargeait des équipements qui ressemblaient à des émetteurs acoustiques. En septembre, il disposait d'une base de données solide indiquant des essais illégaux systématiques d'équipements militaires dans le parc. Mike a envisagé de s'adresser au FBI, mais Jason a suggéré d'obtenir d'abord des preuves plus tangible. Le 25 octobre, la minicam clé a cessé de fonctionner. Mike découvre que l'appareil a disparu en même temps que le camouflage. Le même soir, Jason a signalé une surveillance. Une berline noire est passée 2 fois devant sa maison. Le 3 novembre, Mike trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant des photos. Elle le montre entrant dans le bâtiment du parc, déjeunant avec Jason, installant le dispositif de surveillance. Les photos étaient accompagnées d'une note « Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard ». Le 17 novembre, lorsque Donovan est rentré chez lui, il a trouvé des traces d'effraction. Tout le matériel d'enquête, dossiers, disques durs, disquettes, avait disparu. Les objets de valeur étaient encore intacts. Les cambrioleurs ne savaient pas que Donovan était un habitué de l'armée. La cachette située derrière la batterie contenait les éléments les plus importants. La cassette originale, les copies numériques des enregistrements et une carte d'activité. L'appartement de Jason avait également été fouillé, mais lui aussi avait sauvegardé des copies de sauvegarde. Le message était clair. Quelqu'un de puissant essayait de les arrêter. Mike décide de faire marche arrière temporairement, faire comme si les menaces avaient fonctionné. L'hiver approchait, il était temps d'analyser les données et de planifier l'étape suivante. Entre-temps, 2 autres dossiers de personnes disparues sont apparus dans la base de données des parcs nationaux des randonneurs, photographes qui avaient disparu à la mi-octobre dans la même partie ouest de White Sands. Les coïncidences devenaient trop nombreuses. Le 7 février 1997, Mike Donovan a reçu une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur se trouve une feuille avec des coordonnées GPS et la date. 19-03-1970. Quelqu'un a organisé une réunion dans le désert. L'hiver a été exceptionnellement froid pour le Nouveau-Mexique. White Sands était vide en raison de tempêtes intermittentes, ce qui donnait à Mike le temps de reconstruire son réseau de surveillance. Après le cambriolage de 1994, il a fait semblant d'arrêter d'enquêter, mais a seulement changé de tactique. Jason travaillait désormais pour une publication technologique à San Francisco et avait accès à du matériel de pointe. Tous les 2 mois, il envoie à Mike des colis contenant des enregistreurs et des détecteurs miniatures.
En 2 ans, ils ont rassemblé des preuves irréfutables. Des enregistrements de signaux, des photos nocturnes de véhicules militaires, des conversations interceptées, mais surtout une carte où les points de disparition coïncident avec les emplacements des signaux. 8 personnes ont disparu à White Sands entre 1991 et 1997, toutes dans la partie ouest, dans un rayon de 3 miles autour de la base militaire. Le 19 mars, à 5h30 du matin, le thermomètre indique 3 degrés T. Mike quitta la Jeep et parcourut les derniers kilomètres, réalisant qu'il marchait peut-être dans un piège. Les coordonnées mènent à une dépression rocheuse entre les dunes. Un homme à la coupe de cheveux militaire grise et à la posture droite attendait là, le colonel Hart, l'ancien commandant de Mike. Il avait l'air âgé, des rides profondes sillonnaient dans son visage. Hart tendit silencieusement à Mike un mince dossier, précisant qu'il ne pouvait pas en donner plus, mais que cela devrait suffire. À l'intérieur se trouvaient des photographies du bunker souterrain, des documents classifiés et un schéma de l'appareil Acoustic Directional Projector. Le colonel explique qu'il fait partie du programme ECHO, un développement qui a commencé comme une arme non létale. Les ondes sonores sont censées provoquer une désorientation temporaire, mais les chercheurs ont découvert que l'effet est amplifié lorsque les paramètres sont modifiés. Les maux de tête se transforment en hémorragie et la désorientation en une soumission totale. Mike réalise que l'incident du golf n'est pas un accident. Hart confirme qu'il s'agissait d'un essai sur le terrain qui s'était soldé par un échec, mais le projet semblait trop prometteur pour être abandonné. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a permis que les essais se poursuivent après la mort de leurs camarades, Hart rit amèrement. Il avait essayé d'arrêter le projet, mais il avait été rétrogradé et avait été forcé de l'accepter. Cependant, lorsque les essais ont été déplacés à White Sands et qu'on a commencé à utiliser des civils, il n'a pas pu rester à l'écart. Mike pensait qu'il y avait 8 personnes disparues, mais Hart l'a corrigé, 16. La moitié des cas ont été dissimulés. Il ne s'agissait plus seulement de tests, mais d'expérimentations humaines. En parcourant les documents, Mike voit des données sur les effets des ondes de basse fréquence sur le cerveau, des rapports sur des volontaires et des photos de personnes équipées d'électrodes, parmi lesquelles il reconnaît les touristes disparus. Selon Hart, le chef de projet, le colonel Adams, a convaincu le gouvernement de l'importance de cette technologie pour la sécurité nationale. Il s'agissait de créer une arme capable de priver les humains de leur volonté, par exemple en forçant les soldats ennemis à retourner leurs armes contre les leurs. Lorsque Mike a demandé la raison de la visite, Hart a parlé du dernier test, le plus important, prévu pour Sandstorm dans 72 heures. Le service météorologique prévoyait la tempête pour le 22 mars. Mike appelle Jason, qui arrive immédiatement de San Francisco. Au motel d'Alamogordo, ils examinent les documents de Hart. Jason confirme ses hypothèses antérieures sur les effets acoustiques directionnels, des fréquences inaccessibles à l'ouïe humaine, mais affectant l'activité cérébrale. Il décide d'arrêter le procès et de sauver les prisonniers. Après avoir reçu des informations de Hart, Mike n'a pas agi seul. Avec Jason, ils ont approché l'agent spécial du FBI, Thomas Clark, à qui ils ont remis une partie des documents qu'ils avaient recueillis. Clark, qui est chargé de l'enquête sur les personnes disparues, évalue rapidement la gravité de la situation. 48 heures avant la tempête, une opération secrète est organisée. Le FBI ne peut agir officiellement sans l'approbation des autorités supérieures. Mais Clark réunit un petit groupe d'agents de confiance prêts à participer officieusement. Le 22 mars, alors que la tempête atteint son apogée, le groupe combiné s'approche du bunker depuis 2 directions. Les détecteurs captent un signal écho, les gardes, réduits à 2 postes en raison des conditions météorologiques, sont neutralisés par les agents du FBI. Dans le laboratoire central, ils trouvent le colonel Adams et 3 techniciens qui contrôlent un énorme projecteur acoustique. L'apparition d'agents armés et accrédités par le FBI n'a pas laissé le choix aux militaires. Le laboratoire est maîtrisé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Selon le plan du bunker trouvé par Jason, l'équipe a trouvé 6 prisonniers dans l'aile est, dont les époux Carson, première victime du projet. Clark ordonne l'évacuation des victimes et la collecte de tous les documents. La minuterie de l'écho indique 7 minutes avant l'activation. Pendant que les agents font sortir les gens, Mike et Jason copient les données des ordinateurs pour en faire des preuves. Sur l'insistance de Clark, le projecteur est seulement désactivé et non détruit. Il est précieux en tant que preuve matérielle. Alors que le groupe avec les prisonniers libérés se dirige vers l'extérieur, la tempête commence à se calmer. Des forces supplémentaires du FBI et plusieurs jeeps de l'armée arrivent au bunker. Le colonel Hart, accompagné d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, sort du premier véhicule. Le colonel Adams et son équipe sont officiellement détenus. Hart explique à Mike que pendant que le groupe libère les prisonniers, il a présenté les dernières preuves au sénateur Wilson et à l'attorney general. Le programme ECHO a été officiellement arrêté par un ordre supérieur 2 heures avant l'opération. Les agents fédéraux se sont emparés d'Adams et des documents. Les personnes sauvées ont été remises aux ambulanciers. Mike a été temporairement détenu, mais 3 jours plus tard,
Toutes les charges ont été abandonnées dans l'intérêt de la sécurité nationale. Le rapport officiel a qualifié l'incident d'accident d'entraînement. Les personnes disparues et retrouvées ont été réduites au silence. La vérité est restée enfouie sous le sable blanc, comme tant d'autres mystères du désert. Mais Mike Donovan a compris qu'un seul homme peut s'opposer au système s'il est prêt à tout risquer pour la vérité. La température à White Sands a atteint plus 42 degrés Celsius, mais Mike Donovan ne la mesure plus avec son thermomètre. Il a quitté le service des gardes forestiers il y a 4 ans, avec une décharge honorable et une pension modeste mais suffisante. Son rôle dans l'affaire Echo n'a jamais été officiellement reconnu. Le ministère de la Défense a nié l'existence du projet et les documents relatifs à l'opération de sauvetage ont été classés confidentiels. Le colonel Adams a discrètement disparu de la scène publique, probablement pour purger une peine dans l'une des prisons fédérales de haute sécurité. Les captifs sauvés, après avoir subi une rééducation approfondie, ont repris une vie normale. Brad et Linda Carson ont déménagé en Alaska, aussi loin que possible de la nature sauvage. Ils n'ont jamais parlé publiquement de leurs expériences, liées par un accord de non-divulgation signé en échange d'une généreuse compensation. Le colonel Hart a démissionné 1 mois après l'incident. Lors de ses rares conversations avec Mike, il a mentionné que la décision de fermer Echo n'avait pas été facile à prendre pour le gouvernement. La perspective d'une arme de contrôle de l'esprit était trop tentante. Peut-être que quelque part, le développement se poursuivait sous un autre nom. Jason Parker a transformé son expérience de journaliste en une carrière fructueuse. Il dirige aujourd'hui le département technologique d'une grande agence de presse à New York. Une fois par an, il envoyait à Mike une carte postale avec ces mots « Certains secrets valent la peine d'être laissés dans les sables ». Mike lui-même s'installe dans une petite maison à la périphérie d'Alamogordo, à 30 miles de White Sands. Parfois, par des nuits particulièrement claires, il prenait une vieille paire de jumelles de l'armée et contemplait les dunes d'un blanc étincelant. Elles ont toujours leurs secrets, mais plus pour lui. De nouvelles menaces pèsent sur le monde, de nouveaux projets secrets et de nouveaux héros prêts à les affronter. Et l'ancien ranger Mike Donovan a enfin trouvé ce qu'il cherchait, la paix. Mes amis, vous venez d'entendre l'histoire des secrets de White Sands et du garde forestier qui a été confronté à un projet secret du gouvernement. Mais réfléchissez, le projet Echo est-il vraiment complètement arrêté ou bien des expériences similaires se poursuivent-elles dans d'autres coins reculés des parcs nationaux américains? Qu'est-il arrivé aux autres personnes disparues qui n'ont jamais été retrouvées? Si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Dans les prochains épisodes, nous nous pencherons sur d'autres mystères des réserves américaines. Indiquez dans les commentaires si vous croyez en l'existence de ces projets secrets. Rendez-vous dans le prochain numéro.